voit bien que cette société veut s'immiscer jusqu'au plus intime dans notre corps, nous pucer, nous traquer, une traçabilité absolue, un besoin de sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le pouvoir, sa grande terreur, c'est de perdre le pouvoir. Donc, il est forcément animé d'une énergie paranoïde, voire paranoïaque. Et donc, tant qu'il n'aura pas la sécurité absolue, c'est-à-dire la traçabilité, il ne sera pas tranquille. Et c'est tout l'enjeu qui est là. Je pense que dans d'autres périodes, il y a dû avoir des enjeux de ce type, mais nous, on le vit maintenant. Ouais, faudra voir si effectivement ce que montre le miroir est la vérité ou est-ce que la vérité est de l'autre côté du miroir. Si est-ce que ce qu'on croit voir de l'apparence du pouvoir est bien le pouvoir, c'est ça la problématique. Si Ben le oui. pouvoir en vérité dit bien les choses, il n'est pas ce qu'on en voit, il est bien le contraire de ce qu'on puisse voir à travers le miroir. C'est ça que ça cache derrière. Ça Ben, cache. oui, je suis d'accord avec Jean-Noël. En fin de compte, c'est la fameuse phrase de la table d'émeraude d'Hermès Trismégistes, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais attention, la logique du haut n'est pas la logique du bas. C'est ça. Ben, par exemple, si on prend un système solaire, il obéit à de la mécanique céleste, donc c'est de la physique tout à fait classique. Et on peut considérer qu'un atome, c'est un mini-système solaire. Au centre, vous avez le noyau nucléaire, un soleil intra-atomique, et puis il y aurait une seule planète, l'électron, qui tournerait. Mais vous voyez bien que la microphysique obéit à une logique qu'on appelle la logique quantique, qui est une logique qu'on pourrait qualifier de logique de l'inclusion du et puis la logique du haut, du système solaire, c'est une logique du ou. Donc il y a tout un jeu. Faut pas venir faire les lives chez nous, hein, parce que moi, je suis en conflit avec des gens, la Terre, elle est plate. Ah non, j'ai ça. J'ai carrément ça. Ah, mais j'y vais quand même. Hein. Oui, mais après, comme pas. m'a dit, je lui rends hommage, une Suissesse de 70 ans, elle me dit, elle a tellement remis en cause euh, sa vision du monde qu'elle me disait, si demain on me disait que la Terre est plate, elle dirait, pourquoi pas? Et donc, le pourquoi pas, c'est un pas énorme actuellement, parce qu'on a tellement été, on est dans une guerre de l'information et de la désinformation. On ne reçoit pas des bombes, mais on reçoit des déflagrations Ouais, désinformationnelles. mais là, plus savoir compter, ça devient difficile quand même. Ben, c'est voilà, je pense que il y a une certaine justesse dans l'univers et que je crois à la résonance vis-à-vis de la justesse. Je crois que quand tout est perdu, c'est là où les choses arrivent. Hein, c'est dit. Hölderlin disait là où le danger croît, les moyens pour combattre ce danger croissent également. Et c'est dit aussi dans la Bible. Hein. Donc je pense qu'il se passera des choses, mais chacun doit essayer d'incarner au mieux ce qu'il ressent comme étant bien pour lui. Et donc, je pense que les valeurs profondes, donc si on fait le lien, les méditations à Ibiza qui durent 5 minutes, hein, 21h21, 5 minutes, c'est un effet laser, mais on contacte son double. Ça, c'était vraiment l'enseignement ésotérique de tous les Égyptiens de l'Antiquité, avant la colonisation, c'est qu'on a tous un double, c'est-à-dire une autre partie de nous-mêmes qui vit dans un temps qui s'écoule plus lentement, ce qui pourrait s'exprimer par le pyramide. Moi, j'ai un cow-boy, mais il faut que je mette le chapeau. Voilà. Et donc, ce double est capable d'aller chercher pour nous les meilleures des potentialités, à condition qu'on soit en mesure d'être dans des émotions hautes, c'est-à-dire la bienveillance, l'estime de soi, l'amour, pour ceux qui le peuvent. L'énergie, En tous les cas, très, très la peur et puis la colère, le stress, l'angoisse, l'anxiété, etc. La vengeance, émotions et sentiments. Et à partir du moment où vous confiez à votre double les valeurs que vous voudriez voir ici-bas et qui va vous aider à les trouver, bah, vous jouez votre rôle. Vous êtes un rayon parmi les rayons qui se déploient à 21h21. Et donc, le cas était vraiment la notion centrale des Égyptiens de l'Antiquité. D'ailleurs, le hiéroglyphe de médecine, c'est Eka. Quand on aidait un patient à se reconnecter à son cas, on était dans la magie blanche qu'on appelle, nous, médecine. Et quand on déconnectait le patient de son cas, bah, on était dans la magie noire.
Et donc, tout était une question de cas. Et quand deux Égyptiens essayaient de se souhaiter mutuellement bonne chance, ils trinquaient à la réussite de leur cas, c'est-à-dire de leur évolution spirituelle. Donc, je trinque à l'évolution des cas de tous les terriens qui puissent véritablement. Et on voit bien, d'ailleurs, le but, c'est de nous couper spirituellement. Ouais. Le but, c'est de couper Donc, du coup, le terme est resté, on va s'occuper de ton cas. Chaque individu est une sorte de pyramide avec son pyramidion. C'est Voilà, ça. Ah non, la langue française, c'est la copie conforme du langage égyptien. C'est impressionnant même. Alors, justement, le transhumanisme, c'est ça que tu expliquais, Philippe, finalement, c'est pour nous couper notre représentativité. Ça, c'est une des possibilités si, effectivement, puisque l'homme, il est accroché à cette matérialité, on lui montre l'option qui lui est ouverte. C'est ça, le truc. Maintenant, est-ce que en lui, il va trouver les ressources nécessaires de l'art de ne pas rendre effectivement cette destinée possible puisqu'il s'y accroche tant. Ne pas nourrir cet égrégore qui nous mène. Voilà, puisqu'on lui montre effectivement son reflet dans le miroir. Cette gouvernance ne montre que le reflet de l'homme dans le miroir. Maintenant, la vérité se cache de l'autre côté du miroir. C'est ça les formes de l'homme. Justement, on appuie sur la peur première, comme on dit, princeps des hommes, c'est la mort. Donc, il faut que les gens comprennent que mourir, c'est changer d'état, c'est changer de temps. Et effectivement, il y a tout un enjeu métaphysique. Hein. C'est pour ça que cette guerre, on peut la qualifier de mille et une façons, mais c'est avant tout une guerre spirituelle. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est que les gens retrouvent leur dimension spirituelle et leur souveraineté. Et qu'on passe de la religion avec ses dogmes, ses interdits à la spiritualité, et qu'on utilise une technologie. Voilà. Sinon, effectivement, on voit bien qu'on est piégé. L'information qui circule dans l'infosphère va de plus en plus vite. Donc, on parle d'ordinateurs quantiques, ils arriveront probablement un jour, et à ce moment-là, on peut envisager une vitesse de circulation de l'information qui peuvent aller à 100 000 km à la seconde, pourquoi pas à 300 000 km à la seconde si on a une information lumineuse. Donc évidemment, on ne sera pas à 100 000 km à la seconde puisqu'on n'est pas dans le vide, mais on peut dire qu'on sera peut-être à 200 000 km à la seconde. Si on prend la vitesse de l'influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde, donc il y a un rapport 2 millions. Donc tout l'enjeu est là. Est-ce que l'homme va accepter de renoncer à la technologie puisqu'elle est plus compatible en termes de réactivité avec la physiologie humaine? Vous imaginez, vous avez une technologie qui va 2 millions de fois plus rapidement que vous. Et puis, autre option, c'est ce que nous propose le transhumanisme, c'est nous augmenter pour être à la hauteur de la technologie, voilà, et devenir non pas des transhumains, mais des infrahumains. Et le biologiste Jean Rostand résumait la situation en disant que la science et la technique a fait de nous des dieux avant que nous fussions devenus des dieux. Et c'est là où, effectivement, on a été piégé parce que la science ne véhicule pas un esprit toujours critique, mais encore moins la technologie. Le but de la technologie, c'est de rendre notre quotidien plus pratique et plus rapide. Donc, le problème, c'est que la science et surtout la technologie a progressé beaucoup plus rapidement que la conscience humaine. Ce qui fait qu'on a été piégé par cette technologie dénuée de conscience et qui nous entraîne vers quelque chose qui est de nous hisser. Et on retrouve ça à travers deux auteurs de science-fiction, Isaac Asimov, qui était un représentant de la hard science-fiction, qui lui pensait que les robots allaient devenir intelligents, et puis Philippe K. Dick, qui est l'opposé du docteur Asimov, parce qu'il était docteur en chimie organique, qui lui pensait qu'on allait être abaissé au rang de robot. Et on voit bien, c'est la proposition du transhumanisme. Hein. C'est quand même assez inquiétant de voir que il suffit d'aller regarder au Forum économique mondial, on nous dit qu'on aura des impressions d'organes et non plus des transplantations d'organes. C'est mis, hein, il y a 10 points. Hein. Et parmi ces 10 points, il y a celui-ci. Et puis, on va tester les valeurs occidentales jusqu'à leur point de rupture.
Alors effectivement, la technologie c'est une forme de colonisation interne, et donc on promet aux gens l'immortalité, évidemment pas pour tout le monde, évidemment il faudra payer et ça ne sera pas du tout distribué au commun des mortels. Et on va revenir à un schéma mythologique, c'est ça qui est assez curieux. La technologie qui a voulu combattre la mythologie revient à la mythologie. Il y aura, comme dit le bon docteur Alexandre, des dieux, comme il les appelle, c'est-à-dire des gens qui seront plus forts avec des exosquelettes, qui auront une durée de vie. Il parle d'un homme qui vivra plus de 2 siècles et qui est déjà là, on le cherche. Et puis, il y aura les demi-dieux, ceux qui n'auront pas assez pour être hissés à la hauteur des dieux. Et puis, il y aura les simples mortels, que nous serons en majorité. Et donc, vous retrouvez le triptyque propre à beaucoup de mythologies. Je pense en particulier à la mythologie grecque, où il y avait les dieux immortels, les demi-dieux, et puis les simples mortels. Et on voit bien ce que c'est. Oui. Ouais, mais Dieu est déjà partout, c'est mon droit. Oui, Dieu à Harari, il a été payé pour. Nick Bolton, qui est un philosophe, définit le transhumanisme comme la technologie plus l'humanisme. Je dirais c'est la technologie sans humanisme. Il n'y a pas d'humanisme. Quand on se retrouve avec des populations qui utilisent des technologies qu'elles sont incapables de comprendre, on est déjà dans le non-sens. Oui, puis dans la ruse. Alors, moi, j'aime bien un autre auteur de science-fiction, Arthur C. Clarke, qui donne 3 lois, les 3 lois d'Arthur C. Clarke pour le futur. Il dit quand un scientifique vieillissant mais distingué vous dit qu'une chose est possible, il a probablement raison. Mais quand ce même scientifique vous dit qu'une chose n'est pas possible, il a presque toujours tort. Deuxième loi, si vous voulez explorer l'inconnu, il faut oser quitter le connu. Ça paraît évident. Et la troisième loi, qui s'applique à ce que vient de dire Jean-Noël, une technologie suffisamment avancée ne peut pas se distinguer de la magie. Donc pour les gens, les technologies qui sont actuellement prêtes, c'est pour eux, c'est de la magie, c'est de la science-fiction. Et c'est là toute l'ambiguïté, on voit bien. Les juristes sont amenés à légiférer des technologies qui ne sont pas du tout au même niveau que celles qui sont secrètes. Donc forcément, on a toujours un train de retard. Ce que l'on nomme la nano-industrie, ça en fait partie de ces technologies. Oui, mais les gens sont incapables de juger des causes à effet. Et en plus la de ça, nanotechnologie, oui, c'est avoir des composants électroniques à l'échelle d'une molécule. La taille d'une molécule, c'est à la milliard de mètres. Avant, on appelait ça l'électronique moléculaire. Maintenant, c'est la nanotechnologie. Et cette révolution est passée complètement inaperçue. C'est-à-dire c'est sous les mêmes réglementations. C'est les mêmes réglementations que des composants électroniques. Et donc, on voit bien, on a beaucoup parlé dans les vaccins des nanoparticules d'oxyde de graphène, mais enfin, on a plein de nanoparticules qui ont envahi notre quotidien sans le savoir. Vous avez dans les réfrigérateurs que vous achetez des nanoparticules d'argent qui ont une activité. Des conducteurs, des semi-conducteurs, tout ça, c'est des conducteurs, des semi-conducteurs. On peut faire des semi-conducteurs, on peut faire tout ce qu'on veut. On a des composants à l'échelle nanométrique. Mais comme on avait légiféré à l'échelle où le truc il faisait 1 kilomètre de long, quand il devient invisible, c'est la même législation. Donc du coup. Oui, les services secrets avaient il y a longtemps qu'ils utilisaient des technologies micrométriques, millionièmes de mètre ou nanométriques. Maintenant, on peut avoir des micros qui sont invisibles. Tous les programmes de radiofréquence. Les programmes de radiofréquence, c'était ces espèces de fermes avec des silos qui étaient en vérité des grands émetteurs-récepteurs. Et donc, ça nous permet de revenir au sujet qui anime Jean-Noël. Les pyramides, c'est une forme de technologie qui paraissent archaïques, mais qui sont, pour la plupart des gens, de la science-fiction, parce que évidemment, c'est la panacée, c'est le summum. Victor Hugo avait dit que les pyramides c'était une encyclopédie de pierre. Hein. Il avait déjà bien compris. C'est le summum, c'est le codex, c'est le savoir de l'univers tout entier. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les messages cétiques qu'on envoie où on définit l'humain, il mesure en moyenne telle taille, on a un code génétique. C'est ce qu'on a envoyé, c'est ça, Cassini, machin chose et tout ce qu'on a envoyé aux voyageurs. Mais c'est-à-dire c'est basé sur une propriété. Je pense que toute civilisation avancée doit avoir un langage mathématique.
Ça avait été vu par Galilée. C'est un réel problème philosophique parce que Galilée disait que le livre de la nature est mathématique, son langage est fait de cercles, de cônes et autres figures, sans laquelle il serait impossible de comprendre le moindre mot et sans lequel on serait dans un labyrinthe obscur. Et donc, c'est là où les mathématiciens ils sont toujours gourés. L'univers n'est pas mathématique, il est dimensionnel. Oui. La mathématique, c'est le langage du volume. Oui, mais il y a une branche, la dimensionnalité, c'est aussi une branche des mathématiques. Hein. Ouais, mais c'est la matière maître. Puisqu'on vit dans la géométrie et la matière maître. Hein. Géométrie, n'entre pas ici. N'entre pas ici qui n'est pas géomètre. C'est inscrit dans le mot même. Ah ouais, mais c'est ça. C'est inscrit. Alors, la géographie maître. Si les mathématiques sont une création de l'esprit, et c'est la seule façon que nous avons d'essayer de comprendre le langage de la nature est mathématique. Et donc, oui, c'est normal. Interroger. Si je dis toi ou moi, on parle en langage dimensionnel, on est à telle distance, telle machin chose. Ça, c'est très clair. Voilà. Bon, mais ça, arriver à le faire comprendre à monsieur, madame, tout le monde, c'est quelque chose qui est. On a fait un pas dans les dimensionnalités, ça a été la notion des fractales, les fractus, c'est-à-dire que quand on a une figure géométrique qui n'est pas faite de lignes droites, on a des infractuosités comme les côtes de France. Et donc, on a des dimensions fractales, c'est-à-dire un point, c'est dimension 0, une ligne, c'est dimension 1, une surface, c'est dimension 2, et un volume, c'est dimension 3. Mais il y a des fois où, du fait d'une figure géométrique qui n'est pas faite de lignes droites, on a des dimensions entre 2 et 3. Donc, on a quelque chose qui est intermédiaire entre le plan et le volume. Et on citait la Kabbale. On dit que la valeur numérique dans la Kabbale de Dieu est 26, et 26, c'est compris entre, évidemment, c'est une palissade 25 et 27. 25, c'est 5 au carré, et 27, c'est 3 au cube. Donc, 26, c'est une espèce de dimension fractale entre la dimension 2, qui exprime la surface, et la dimension 3, qui exprime le volume. Et donc, c'est toute la géométrie, c'était la mesure du sol, c'était aussi Géométer en relation avec la déesse Déméter. C'était une façon de comprendre le monde dans des rapports de dimensions et des rapports de plans, de droite, etc., et qui aboutit à des chiffres. On revient à Pythagore qui disait que les chiffres génèrent l'ordre du monde, définissant et limitant l'infini, dit-il. Ils sont le double des choses, et ils constituent, et leur essence formelle est de nature mathématique. Donc, ils définissent le rôle des nombres. C'est les deux obélisques à l'entrée du temple de Luxor, le dédoublement. Ah oui, et puis c'est la faveur du Sématawi qui exprime la Haute et la Basse-Égypte. Donc, le double, le 2, est très intéressant parce que c'est pas un 2 anodin, c'est deux dimensions qui interagissent. Et pour revenir à ce que disait Paul, chez les peuples traditionnels, c'est vraiment un invariant. Ils considèrent qu'il y a deux univers, l'univers de la réalité ordinaire dans lequel nous vivons, et à cet univers est couplé un univers que les anthropologues appellent la réalité non ordinaire, invisible, et ces deux univers interagissent l'un avec l'autre. Mais les sociétés traditionnelles considèrent que l'univers de la réalité non ordinaire, invisible pour nous, est la cause de ce que nous vivons ici. C'est un petit peu ce que semble dire Jean-Noël. Voilà. Effectivement, et c'est ça qui devient intéressant, c'est que les Muisca, mais c'est vrai aussi que pour les peuples de la Sierra Nevada, Santa Marta, c'est vrai pour les Yawanawa, ils considèrent que l'univers invisible, l'univers de la réalité non ordinaire, a été pollué par nos pensées. Il faut le dépolluer. Alors évidemment, ça ferait rire parce qu'il le dépollue de façon très précise par des chants qui sont des révélations de ces univers invisibles, par des danses. Et on voit bien s'affronter là aussi deux cercles qui tournent en sens inverse. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans toutes les civilisations, même primaires, on retrouve les mêmes glyphes. Oui, bien sûr. Et on retrouve la signature des bâtisseurs. C'est ça il y a un langage universel, il y a eu probablement une culture universelle au départ qui s'est étendue et qui, en fonction, alors les anthropologues ont beaucoup travaillé, on appelle ce courant les diffusionnismes, en fonction de la migration, ça a pris des formes différentes.
Mais, ces glyphes sont présentes. Il suffit de regarder les bâtisseurs de cathédrales, ils ont été fortement inspirés par voilà, Fulcalini. Ils avaient l'avantage. Je ramène les auditeurs à lire Le mystère des cathédrales de Fulcalini. On verra que beaucoup de symboles qu'on trouve dans les cathédrales romanes sont issus des croisades. Ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, je suis parti, je me suis rendu sur la cité de l'or, en plein cœur de la France, justement. Bon, effectivement, justement, j'intéresse les Français et les Françaises à regarder un peu plus l'architecture de notre territoire et de comprendre l'implémentation des structures telles qu'elles sont. C'est qu'effectivement, il y a un moment donné, il y a des gens qui sont plus regardants dans l'art de fabriquer notre environnement que nous ne sommes à le côtoyer. Ça, c'est... Et tant que les gens ne veulent pas prendre cette hauteur de dimension à comprendre que c'est bien de fustiger tout un système, mais si on est aussi nombreux sur la Terre, c'est que ce système, il a bien voulu nous porter. Et donc, à un moment donné, si on doit retourner le système, c'est savoir de quelle manière on va le faire. Est-ce que ce système, il est bienveillant ou est-ce qu'il est bien malveillant au bout du compte? Ou est-ce que effectivement on raconte tout un tas de contes et de légendes sur le système, ceux qui le gardent, et en fin de compte, l'art même d'évoluer, il va falloir faire des choix. Il y a tout un formatage, hein. Il y a même maintenant, on commence à avoir une philosophie diffusée qui consiste à dire l'humanité disparaîtra, bon débarras. C'est-à-dire, on a finalement glissé dans la tête des gens que l'homme était par essence, hein, c'est sa structure. Il y avait une date de péremption presque. Ben oui, c'est ça. Donc voilà, le problème de la surpopulation est un faux problème, comme les unités carbone qui vont nous faire passer d'une... Comme la démographie. Voilà, la démographie, c'est une mauvaise réparation, une mauvaise occupation des sols, comme on dit en géographie, qui a amené ça. On voit bien d'ailleurs, ça n'a pas de sens. On nous annonce des villes entièrement pilotées, des villes intelligentes, comme on dit, le projet NEOM, etc., où il y aura 100 millions d'habitants. On voit bien le stress, l'angoisse que ça va générer. Il suffit d'aller à Sao Paulo et vous voyez très vite que quand vous avez 30 à 40 millions d'habitants, ça crée quand même des conditions particulières. Je crois qu'on doit retrouver une vraie interaction avec la Terre. Ce qui a été mis en place n'est pas le programme voulu par la Terre. Pas du tout. Déjà. Moi, je pense qu'il n'est justement pas d'ordre naturel. Comment? Non, justement, moi, je pense qu'il n'est pas d'ordre naturel, justement, Jean-Noël. Enfin, c'est ce que je pense pas, au regard, si tu veux, de ce que définissait Philippe comme être de la cosmogéocratie, c'est-à-dire cette faculté à pouvoir se connecter justement avec cet univers. Et même si on parle des formes géométriques, on n'est pas sans savoir que, effectivement, on parle de la pyramide. Mais si tu mets par sa pointe une pyramide l'une sur l'autre inversée, on en arrive à une définition un peu floue pour l'instant, qui correspondrait aujourd'hui enfermé dans un cercle à ce qu'on appelle une tore. Et aujourd'hui, des gens comme Jean-Pierre Petit, que je connais très bien, que Philippe aussi connaît très bien, et avec lequel on a travaillé ensemble, on se rend compte qu'en fait, ce caractère, alors moi c'est la question fondamentale que je me pose d'ailleurs, est-ce que ce caractère inné chez certains individus de pouvoir justement se connecter à un savoir qui celui-ci, comme tu le disais si bien Jean-Noël, est séculaire, avec, je dirais, une dimension séculaire, avec une dimension qui va d'un côté œuvrer ce qu'on va dire à l'œuvre noire, c'est-à-dire à l'encontre même de la nature humaine, et l'autre qui est, c'est une question, hein, qui est plus perfectible, qui est quand même inscrite dans ce que représentent les peuples premiers. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et on le sait, c'est que malgré toute, et je te le disais l'autre fois, tout ce qui a pu leur arriver de souffrance, de malheur, d'attitude génocidaire à leur égard, fait que malgré tout, ces gens-là sont encore là avec leurs pratiques justement séculaires. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas un basculement qui serait à la limite lié lui aussi à ces lois de l'univers, justement, dans un terme qu'explicite justement Philippe, qui serait cette façon qu'on aurait, intuitive, d'accomplir je dirais presque sa mission terrestre, comme toi, tu sais si bien le faire, comme Philippe le fait aussi également, Walter, et tous les gens et tous les êtres humains qui sont autour de nous. Je pense qu'il y a des facteurs d'évolution qui, ceux-ci, à mon avis, par pressenti, sont presque inéluctables. Alors, ça demande du temps.
il y a bien une posture Moi, transit. je pense que le premier point important qui distingue bien les sociétés traditionnelles et nous, les vraies sociétés traditionnelles, pas celles qui malheureusement ont été contaminées par le progrès, c'est la notion d'animisme. C'est-à-dire qu'on commence à s'apercevoir qu'il y a une conscience minimaliste dans un atome, dans un rayon lumineux, que les plantes ont une intelligence, évidemment les animaux, etc. Ça, c'est la première chose, parce que quand on vit dans un monde vivant, c'est pas du tout la même chose. Et puis, deuxièmement, effectivement, les peuples traditionnels, c'est ce que disait Platon, la société idéale pour lui contenait pas plus de 200 personnes. On est amené à revenir à des petits groupes, voilà, et pas des grosses communautés comme on l'a connu. Et puis après, il y a reconquérir les lois naturelles, reconquérir le monde invisible. Enfin, ça fait beaucoup de choses qui fait que l'Occident a développé une forme de culture. D'ailleurs, c'est amusant, il y a un conte ou un mythe chez les peuples de la Sierra Nevada. À un moment donné, il y a une mère qui a un pouvoir de régner sur la terre, et puis elle a des fils, Serankua et Seokwikwi. Alors, Serankua, c'est un tisserand. Alors, la notion de métier à tisser est très importante chez les peuples de la Sierra Nevada Santa Marta parce que c'est vraiment le symbole de la reliance des liens. Il n'y a pas un point qui soit séparé des autres. Et Serankua, c'est un tisserand qui donne la forme aux choses, qui donne le mouvement au soleil, au temps. Il est associé évidemment à la lumière. Et puis, Seokwikwi est plutôt, lui, associé aux ténèbres. À l'ombre, je dirais plus exactement. Et puis, il y en a un troisième qui s'appelle Loiwiko. Alors, Loiwiko, il a une intelligence différente des deux autres. Lui, il a une intelligence technique, analytique. Et un jour, la mère a un problème. Il y a un ver de terre qui est venu se loger dans son gros doigt de pied et il faut l'enlever. Et Serankua et Seokwikwi sont tellement respectueux de la mère qu'ils ne veulent pas l'enlever. Et c'est Loiwiko qui va l'enlever. Il va prendre un instrument et puis l'enlever. Et à ce moment-là, les deux autres sont jaloux puisque la mère remercie Loiwiko de lui avoir permis d'être soulagé de cette douleur. Et donc, elle lui donne une propriété redoutable. Il est indestructible. Et Loiwiko n'arrête pas de créer du désordre. Et à chaque fois, Serankua et Seokwikwi sont obligés de réparer le désordre créé. Il crée des trous, il coupe les arbres. Avec ses inventions technologiques, il crée du trouble. Et la communauté se réunit et décide de l'exclure. Et donc, Loiwiko va créer sa propre ethnie, quoi. Il va avoir des descendants qui s'appellent les Kasaogi, et les Kasaogi, c'est nous. C'est ça. Les petits frères, c'est-à-dire des gens qui ont une intelligence analytique, technique, mais qui n'ont pas... Étymologiquement, analyse, ça vient du grec ancien analysos. Et lysos, ça veut dire se couper du haut. Le ana, en grec ancien, c'est le très haut, l'inaccessible divin. L'analogos, qui est le langage des poètes, qui est le langage des artistes, c'est le langage du haut, c'est l'analogie. Alors que l'analysos, la science se réclame de l'analyse. Donc, il y a, on ne va pas se pencher là-dedans, mais une réflexion profonde parce que chaque civilisation a une sorte d'équilibre à trouver entre Eros et Thanatos. Et les peuples traditionnels ont établi une symbiose avec la nature. Et l'homme occidental a peur de la nature et parce qu'il veut contrôler. Il a plutôt établi vis-à-vis de la nature une relation de pouvoir, ce que dit Descartes, être comme maître et possesseur de la nature. Et donc, il amène progressivement, par son désir de pouvoir, la nature à être renaturée. Il a fait basculer du côté de Thanatos. Ça me fait penser au rôle du trickster, justement, dans la culture Lakota. C'est cette espèce d'entité là qui vient là foutre le bazar au milieu d'un équilibre pour justement reprovoquer quelque chose qui va induire une nouvelle vue d'un autre équilibre à atteindre. Voilà, ça c'est chez les Lakota. Voilà, on ne peut pas avoir un équilibre. L'équilibre qu'on souhaite en tant que havre de paix, c'est pas du tout ce que la nature cherche. On est hors équilibre. Et en particulier, il faut toujours remettre du déséquilibre pour que la vie puisse naître. Parce que si vous avez une charge plus et une charge moins, vous avez un champ électrique. Si vous avez deux sources de chaleur
à des températures différentes, bah, vous avez un transfert thermique, et puis on pourrait multiplier des différences de pression, de concentration, etc. La vie est un déséquilibre. Il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, c'est la mort du système. D'ailleurs, les chimistes l'ont bien compris. Et quand un système atteint son équilibre, on dit que le système est mort. Mais quand on regarde au niveau microscopique, il n'y a jamais d'équilibre, puisque ce qu'on appelle un équilibre, c'était la thèse d'ailleurs de Dr. Andenschein, c'est des atomes qui en permanence vont bouger, vont être soumis à un mouvement erratique qu'on appelle le mouvement brownien. Et donc, en apparence, il n'y a rien qui se passe. Mais au niveau microscopique, il y a un grouillement. Il y a plein d'échanges. Il n'y a que des échanges. L'équilibre n'existe pas. Il y a une réglementation. C'est un mouvement perpétuel, en fait. Ben, c'est pour ça, c'est William Shakespeare, être ou ne pas être. Cela est par représentativité. La représentativité, c'est la loi. Et donc, après, il y a tout ce qui en découle, le cercle, le nombre d'or, ainsi de suite, tralali, tralala. C'est des réglementations de la dimensionnalité qui vont nous donner l'ensemble de tout le savoir connu de l'univers et des échanges et des interactions jusqu'à l'écriture de nos cellules, de notre ADN. Et c'est là où c'est bluffant, cette réglementation, parce qu'elle n'oublie rien. Elle passe absolument partout et, en fin de compte, c'est ce qui administre aussi notre société, c'est le droit à disposer de nous-mêmes dans le cadre d'exister en société et dans le cadre de ne pas nuire à nos semblables. C'est là qu'on nous attend. On ne nous attend pas à un autre rendez-vous. Ceux qui nous font ça, ils sont en train de nous apprendre est-ce qu'on est des êtres humains ou pas. Et il va falloir choisir.